L'IDE Eclipse tout seul ne contient pas d'outils qui permettent de gérer de façon visuelle, de créer une interface graphique. Donc je vais vous montrer comment rajouter un composant à Eclipse de façon à avoir, un petit peu comme Visual Studio sous C#, d'avoir un outil visuel de construction d'interface graphique. Et cet outil, c'est Window Builder. Donc vous allez sur le site www.eclipse.org/Window Builder. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur Download. Donc dans cette fenêtre, la dernière version, c'est la version 1.9.4. Vous cliquez sur le link de la colonne Zip Update. Vous allez pouvoir tomber sur cette page, cliquer sur Download et obtenir donc la possibilité de récupérer le fichier correspondant. Donc là, il suffit de faire OK. Vous allez pouvoir récupérer le fichier dans votre téléchargement. Le fichier zip que vous avez récupéré, il va falloir le dézipper. Et là, vous obtenez donc un dossier repository, et ce dossier, il va falloir le mettre quelque part sur votre ordinateur. Donc, je vous conseille de créer quelque part un dossier, par exemple. Vous allez créer par exemple voilà, un dossier Window Builder. Alors moi j'ai déjà copié le dossier repository dedans. Et là, ce dossier donc contiendra le repository qui permet donc d'ajouter l'outil Window Builder. À partir de là, vous retournez sous Eclipse. Alors j'ai créé un nouveau projet, Test Window Builder par exemple, qui est vide pour le moment. Évidemment, vous pouvez le faire sur un projet existant, hein, aucune importance, hein, mais là déjà on va paramétrer Eclipse pour qu'il puisse intégrer Window Builder. Donc vous allez dans le menu Help, Install New Software, là vous cliquez sur Add, vous donnez le nom que vous voulez à l'outil. Alors bon, je vais l'appeler tout simplement Window Builder. Et là, au lieu de faire comme on avait fait précédemment, chercher une adresse IP pour récupérer le repository, là, ben, du coup, on va faire local et on va récupérer, donc à l'endroit où on a copié, voilà, on se positionne sur le dossier repository, sélectionnez le dossier, add, donc là apparaît tous les composants qu'il a récupérés dans le repository, vous cliquez l'ensemble, vous faites next. Il va récupérer l'ensemble, vous donnez la liste des fichiers qu'il a récupérés, vous faites Next, vous acceptez les conditions, les termes de la licence, Finish. Voilà, donc, alors il vous demande de relancer Eclipse, donc évidemment vous faites Restart Now. À partir de là, on va pouvoir créer donc une classe, mais une classe spécifique pour l'affichage. Donc si vous faites un clic droit sur SRC, New, et au lieu de prendre une classe classique, vous allez dans Other, et là vous voyez qu'il y a Window Builder, donc vous déroulez Window Builder, et à l'intérieur vous déroulez Swing Designer, et vous trouvez entre autres JFrame, qui permet donc de créer une interface graphique. Donc Next. Là, il faut que vous donniez un nom, aucune importance, on va mettre juste test, et on va faire finish. Voilà, donc là, il a créé une classe qui s'appelle test, donc c'est bien une classe, mis à part qu'elle hérite de JFrame. Et du code a déjà été généré. Alors, il génère par défaut le main, qui permet de faire en sorte que l'application va démarrer sur cette frame, hein, sur cet affichage graphique. Et là, vous voyez qu'entre autres, dans le main, qu'est-ce qu'il fait? Ben, en fait, il fait un new test, c'est-à-dire qu'il va créer une instance de la classe elle-même, et créer une instance, vous savez, c'est appeler le constructeur de la classe. Donc c'est cette méthode, ce constructeur qui va être appelé en premier. Qu'est-ce que fait ce constructeur? Bon, à part du paramétrage, il va d'abord définir une taille, une position et une taille de la fenêtre. Ensuite, il va créer, donc il y a un objet de type JPanel, ContentPan, qu'il a appelé ContentPan, qui est de type JPanel, qui est en fait un conteneur dans lequel on va pouvoir mettre tous les objets graphiques. Donc il crée cet objet JPanel. Ensuite, il va définir des bords, il va définir
le type de positionnement des objets graphiques dans le JPanel, parce qu'en fait on peut positionner les objets graphiques par rapport à une grille, par rapport au bord, etc. Donc ça permet, lorsqu'on redimensionne une fenêtre, de repositionner automatiquement les objets graphiques quand on veut faire du responsive, une application qui va marcher sur plusieurs types de taille d'écran. Nous, on va utiliser un positionnement par coordonnées pour simplifier les choses dans cet exemple. Et puis, vous remarquez qu'à la fin, le Content Pan, le JPanel qui a été créé automatiquement, est intégré avec cette Content Pan dans la frame générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va s'afficher. Et du coup, tous les objets graphiques que l'on va ajouter, parce qu'on fera un contentpan.add pour ajouter différents objets graphiques, que ce soit des boutons, zones de texte, etc., eh bien, s'afficheront parce que le contentpan est intégré dans l'affichage. Alors, remarquez par rapport aux autres classes précédentes qu'on avait pu créer dans les vidéos précédentes, on a deux onglets, et ça, c'est grâce à Window Builder. Donc là, on a le source, et on a la partie design. Alors, remarquez aussi que le code qui correspond à l'affichage, à la partie graphique, est intégré dans la classe, contrairement à C# sous Visual Studio, qui crée deux partielles classes, une partie théoriquement vous n'êtes pas censé toucher, qui contient le code généré automatiquement dès que vous placez des boutons, des zones de texte, etc. Et une partie sur laquelle vous agissez. Là, il mélange tout, enfin, ou plutôt, on va dire que c'est la logique, hein, c'est une seule classe, donc il met tout le code dans la classe. À vous de correctement gérer le code de la classe. Donc si je vais dans la partie design, il va ouvrir une fenêtre, vous voyez, qui permet d'afficher, qui permet d'avoir une vision graphique de la fenêtre et qui va permettre en fait de construire graphiquement cette fenêtre. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Je vais un petit peu réduire ici pour qu'on voit comment ça se passe. Donc là, on a les composants dans cette partie, donc on retrouve le contentpan, on retrouve, par rapport à la taille qui a été définie, on retrouve la fenêtre correspondante, donc ça c'est le contentpan. On a les caractéristiques de l'objet, les propriétés de l'objet qui est sélectionné ici, et on retrouve entre autres que c'est un JPanel, bon, son nom c'est contentpan, hein, et puis on retrouve le fameux border layout, qui avait été sélectionné. D'ailleurs, on va tout de suite le changer et on va prendre un absolute layout qui va nous permettre, en réalité qui est relativement déconseillé parce qu'effectivement ça ne va pas s'adapter aux différents types d'écrans, mais là l'idée c'est juste de vous montrer simplement comment ça marche et c'est valable pour des tailles fixes en fait d'application. Donc là, maintenant que j'ai mis absolute, alors j'ai la palette ici qui me donne un ensemble d'objets graphiques, les objets classiques, donc on a les conteneurs hein, comme JPanel, et puis on a donc les différents layouts, on a pris un absolute layout, et puis on a les composants classiques, vous voyez les boutons, les zones de texte, etc. Donc si je sélectionne un objet graphique, je peux le poser, donc là évidemment je peux changer sa taille, hein, je peux le poser où je veux puisque je suis en absolute, donc en position XY. Je peux vraiment le déplacer comme je veux. Et là, vous voyez, ses propriétés apparaissent ici. Donc, je peux changer son nom de variable. Donc, je vais l'appeler btn test, par exemple. Et puis, je peux changer le contenu du texte du bouton. Et je vais mettre test. Voilà. Je peux rajouter, par exemple, une zone de texte. Donc là, la zone de texte, je vais aussi changer son nom et je vais l'appeler txt test et je vais laisser son contenu vide. Donc vous pouvez rajouter des menus, vous pouvez rajouter beaucoup de choses qui vous aident donc à construire l'interface graphique. Pensez à sauver avec CTRL-S régulièrement et si je reviens dans le source, vous allez vous apercevoir qu'il y a du code qui a été généré. Effectivement, là je retrouve le bouton qui s'appelle btn-test, qui est une instance de JButton. Le paramètre attendu par le constructeur JButton, on peut ne pas mettre de paramètre, mais par défaut, donc c'est le texte qui va s'afficher, mais qu'on pourrait modifier avec un set texte par la suite. Là, il définit la position et la taille du bouton.
Et puis vous remarquez que le btn-test est ajouté à content-pan. Je vous rappelle que le content-pan est ajouté à la frame, donc il permet donc d'afficher l'ensemble de son contenu. D'où l'importance qu'à chaque fois qu'on crée un objet graphique, il faut qu'il soit ajouté au panel général de la fenêtre. De la même façon, vous voyez que txt-text est un jtext field, on définit sa position, sa taille, on l'ajoute au content-pan. Après, on peut lui faire effectivement ce qu'on veut, hein. On n'est pas obligé d'ajouter à la fin. À partir du moment où il est ajouté, on peut modifier aussi ses caractéristiques, elles seront prises en compte. Par exemple, on peut définir sa taille, c'est-à-dire le nombre de caractères qu'il va contenir, enfin l'affichage des caractères qu'il va contenir. Alors, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on aimerait, c'est aller un peu plus loin, c'est par exemple rajouter un événement, c'est-à-dire sur le clic de test, j'ai envie d'afficher quelque chose. Alors l'événement, il peut être généré, le code peut être généré aussi automatiquement. Donc là, pour cela, il suffit de double-cliquer par exemple sur le bouton et vous voyez que directement, il m'a créé plusieurs lignes de code. Donc ce sont ces lignes de code là. Alors qu'est-ce qu'il a fait exactement? Plutôt c'est cette partie-là, voilà. Sur le btn-test, il appelle la méthode addActionListener qui permet d'ajouter un listener, c'est-à-dire un écouteur d'événements sur le bouton. Et en paramètre, il attend un objet de type ActionListener. Et là, vous voyez que en créant l'objet, en même temps, on ouvre la collette, c'est-à-dire que en même temps, on redéfinit dans ActionListener la méthode ActionPerform qui permet, son contenu va être exécuté lorsqu'il va y avoir clic sur le bouton btn-test. Donc tout ce qu'on va mettre dans cette méthode va être exécuté au moment du clic. Donc, par exemple, on pourrait décider de mettre du texte dans la zone txt-test. Donc là, si je fais txt-test.setText, voilà. Et là-dedans, je vais mettre du texte. Donc je vais mettre par exemple hello. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de l'exécution, donc si je clique sur le bouton, eh bien, la zone de texte doit se remplir avec hello. Alors on va tester tout de suite. Donc je vous rappelle que pour exécuter une application, vous mettez sur le projet et ensuite vous cliquez sur la petite flèche verte. Au passage, c'est plutôt une flèche blanche dans un rond vert. Bref, donc là vous avez la fenêtre qui s'est ouverte d'exécution. Et si je clique sur test, vous voyez l'événement a fonctionné et j'ai bien hello qui apparaît dans la fenêtre. Alors vous remarquez au passage que l'air de rien, on va se retrouver, parce que bon là j'ai qu'une ligne de code exécuté dans l'événement, il peut y en avoir beaucoup plus, il peut y avoir plein d'événements sur différents objets graphiques, et du coup on va se retrouver quand même avec du code mélangé entre le code généré, ou en tout cas le code de construction de l'interface graphique, et puis votre code à vous qui correspond vraiment au code qui va s'exécuter au niveau des événements. Alors on peut laisser comme ça, hein, mais c'est vrai que ça devient vite fouillis. Donc il est conseillé de séparer en fait vos méthodes à vous, en fait votre code à vous, du code de construction de l'interface. Alors c'est pas un terme très juste de dire votre code à vous, puisque ça aussi c'est votre code. Vous auriez très bien pu l'écrire vous-même, même si là il a été généré. Mais disons que on va séparer tout ce qui est construction d'objets graphiques de tout ce qui est code qui va s'exécuter vraiment aussi bien au niveau des objets graphiques que le reste. Du coup, il est conseillé de séparer, de faire par exemple une méthode. Alors on va l'appeler, donc c'est une méthode qui ne retourne rien, et puis la méthode on veut qu'elle s'exécute lorsqu'on clique sur le bouton btn-test. Donc on peut imaginer une méthode qu'on va appeler btn-test-click. Alors, on va y arriver. Voilà. Alors je ne mets pas de paramètres, mais vous allez voir qu'après on peut se retrouver à mettre des paramètres dans ce genre de méthode. Et dans cette méthode, eh bien, je vais mettre le code que je veux exécuter lorsque je clique sur btn-test. Donc je vais prendre cette ligne-là et je vais la coller ici. Voilà. Et là, du coup, à la place de ce texte-là, je vais tout simplement appeler btn-test-click. Alors,
qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais cliquer sur le bouton, c'est bien cette méthode, c'est ActionPerform qui va être exécutée et qui va appeler la méthode que j'ai écrite au-dessus du constructeur, sachant que le constructeur contient donc toute la création des objets graphiques. Donc vous allez me dire, ça rajoute du code, non, mais vous voyez bien le principe, ça va séparer le code de la création des objets graphiques. Alors vous avez remarqué certainement ce paramètre, ActionEvent, qui me donne certaines informations sur l'événement. Bon là j'en ai pas besoin, donc du coup je ne l'ai pas mis en paramètre, mais sinon je pourrais très bien dire, si jamais j'ai besoin de ce paramètre-là, eh bien c'est très simple, hein, il suffit de l'ajouter dans ma méthode, ici. Et ici, je l'envoie en paramètre, j'envoie E. Donc E a été reçu en paramètre de ActionPerform et je l'envoie à BTN_TestClick. Alors, je l'ai appelé BTN_TestClick, on est bien d'accord que j'aurais pu l'appeler Toto aussi. Le nom est libre, mais évidemment, l'idée, c'est que vous ayez du code avec des noms qui sont quand même assez parlants. Donc, prenez cette habitude, vous mettez le nom de l'objet, tirez le nom de l'événement, et ça vous permettra facilement de repérer ce que vous faites. Donc, on va quand même tester rapidement pour voir si ça fonctionne toujours. Donc j'obtiens la même fenêtre d'exécution que tout à l'heure et vous voyez, j'obtiens bien Hello au niveau de l'affichage. Alors j'aimerais vous montrer dans cette vidéo une dernière notion. Souvent dans les interfaces graphiques, on a besoin de manipuler des objets multimédia, donc des images, des sons, etc. Pour gérer correctement dans une application Eclipse, il faut les mettre dans un dossier particulier. Donc pour cela, vous mettez toujours sur le nom du projet, vous faites un clic droit, New, vous allez dans Other, et là vous déroulez Java, et vous allez sélectionner Source Folder, voilà, il est là. Vous faites Next. Donc ça va être un dossier qui va contenir tout ce qui est média, tous les fichiers médias. Donc on va l'appeler média tout simplement. Et vous faites Finish. Et là vous voyez le dossier s'est créé. À partir de là, si vous allez sur votre disque dans votre projet, donc dans Test Window Builder, vous retrouvez les différents dossiers, entre autres le dossier SRC qui contient Test Java, votre interface. Et vous voyez que le dossier média a été créé. Et dans ce dossier média, vous pouvez copier donc des images, des sons, etc. que vous allez pouvoir utiliser dans votre application. Donc là, j'ai copié une image. Et si on retourne sur l'application, si je fais un clic droit sur Test Window Builder et que je fais un refresh, vous voyez que là, il a rajouté une petite flèche, je déroule et je retrouve le fichier que j'ai créé. Donc là, je vais pouvoir l'intégrer. Donc par exemple, dans le design, je vais créer une zone pour pouvoir afficher mon image. Pour insérer l'image, je vais utiliser un label. Donc je vais prendre le... Alors, il faut que je retrouve... Voilà, JLabel. Tout simplement, je peux changer sa taille. Et je vais enlever le contenu du texte parce que ce qui m'intéresse, c'est rajouter une image. Donc c'est avec la propriété icône. Et là j'ai différentes possibilités. Alors pour la montrer en direct, je vais utiliser le chemin absolu, mais évidemment c'est pas ce qu'il faut faire. Vous allez voir ensuite, on va modifier le code correspondant. Donc là je m'étais déjà positionné. Il faut aller dans le dossier média où vous avez copié l'image. Vous sélectionnez l'image. Elle se positionne ici, vous faites OK et elle s'affiche. Alors évidemment là, elle est tronquée parce qu'elle est plus grande que la zone. Donc évidemment, vous pouvez modifier à volonté les positions et les tailles des objets. Donc là, je vais m'amuser à faire une petite modification de taille de façon à ce que ça corresponde plus ou moins à l'image. Voilà. On peut gérer positionnement, centrage, etc. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail des propriétés. Et ce qui m'intéresse ici, c'est, je sauve, et c'est le code généré. Alors le code généré, vous voyez, là, il a mis vraiment le chemin en dur, et ça ne m'intéresse pas. On va voir qu'on peut faire mieux. Et là, vous voyez qu'on va travailler directement sur le code qui a été généré. Donc sur le label, d'ailleurs, j'ai pas changé le nom, c'est pas très malin, mais bon, c'est pas très grave. Enfin, mis à part que si vous n'avez pas à gérer du code
d'événements, etc. sur un objet graphique, c'est pas la peine de changer le nom par défaut. Par contre, il vaut mieux changer le nom par défaut si vous devez agir dessus. Donc là, ce que je vais créer, c'est d'abord, je vais mémoriser, alors j'aurais pu le mettre ailleurs, mais je vais le mettre ici, mémoriser le chemin qui me permet, à partir du dossier média, d'accéder aux différentes parties. Donc là, ce que je veux, c'est accéder à mon image qui s'appelle blancheportrait.jpg. Donc, je copie ceci. Alors, pourquoi je l'ai appelé chemin? Parce que vous pouvez très bien créer des sous-dossiers dans le dossier média. Hein. Imaginons que vous créez un dossier image, un dossier son, etc. Et à ce moment-là, il faudra mettre le chemin séparé par des doubles slash à chaque fois pour pouvoir accéder au fichier correspondant. Bon, là, j'ai écrit n'importe quoi. Donc, ça, ici, c'est string. Voilà, là, ça marche mieux. Donc, une fois que j'ai mon chemin, à ce moment-là, je vais pouvoir lui préciser donc l'accès à la ressource. Et cette fois-ci, vous allez voir que je ne vais pas utiliser un chemin en dur. Je vais vraiment y arriver. Voilà. Donc, je vais l'appeler ressource. Et là, je vais utiliser getClass. Et à partir de getClass, je vais pouvoir accéder à getClassLoader pour pouvoir charger. Donc, il est ici. Le getClassLoader me permet d'accéder derrière à getResource. Voilà. Et là, à l'intérieur, il attend le chemin. Donc, je lui passe le chemin que j'ai créé juste au-dessus. Et je veux récupérer le pass correspondant. Donc, je fais getPass. Une fois que j'ai ceci, à ce moment-là, au niveau du set icon, j'ai bien un new image icon, mis à part qu'au lieu d'avoir tout ce chemin en dur, je vais mettre la ressource que j'ai créée juste au-dessus. Et là, la différence avec tout à l'heure, c'est que, donc vous sauvez, CTRL S, la différence avec tout à l'heure, c'est que là, il va chercher, quelle que soit la position de cette application, il ne cherchera plus le chemin en dur, mais il cherchera vraiment dans le dossier média, dans le dossier de ressources que j'ai créé, il va chercher le fichier blancheportrait.jpg. Donc du coup, ça va fonctionner, là théoriquement, si je retourne dans Design, vous voyez, il l'a trouvé quand même, alors que ce n'est pas la même chose que tout à l'heure, hein, le chemin n'est plus en dur. Si jamais je copie cette application sur un autre ordinateur, eh bien il la trouvera quand même, et une fois que j'aurai créé l'application en fait pour pouvoir l'exécuter à l'extérieur de Eclipse, hein, je passerai directement par le fichier classe, il trouvera aussi le chemin. Donc c'est ça l'avantage de passer donc par cette méthode-là pour pouvoir accéder aux différentes médias. Il vaut mieux garder cette habitude-là. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, hein, juste les bases pour arriver à construire une interface graphique.